Alors, nous poursuivons les interviews avec vous, Cyril Banos. Nous allons parler de votre entreprise Panga. L'entreprise a été créée en 2015 et vous en avez pris la présidence en 2018. Mais pour commencer notre interview, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre histoire et votre parcours et comment vous en êtes venu à prendre la présidence de cette société. Eh bien, en fait, après un parcours d'ingénieur dans la ville de Nantes et en ayant commencé dans des sociétés françaises internationales, l'envie d'entreprendre et également la fibre environnementale appliquée au digital m'ont titillé pendant plusieurs années jusqu'à ce que je me lance en 2017 dans une première aventure pour le bâtiment. Et le bâtiment et la ville qui sont en train de vivre des mutations, à la fois l'arrivée du digital et l'empreinte environnementale du parc immobilier, qui sont deux énormes enjeux de transition aujourd'hui. Et donc, je me suis lancé dans une première aventure, bon, comme beaucoup d'entrepreneurs, un échec, mais j'ai eu la chance de rejoindre Panga en tant que président en octobre 2018 pour les aider dans cette phase de croissance qui est à l'heure actuellement. Très bien, alors Panga, c'est une société, je vous cite, qui propose de mettre en réseau les bâtiments et les villes en plateforme de service à destination de leurs usagers et leurs gestionnaires. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Je pense que je vais même en dire beaucoup plus. La première chose, c'est qu'on a énormément de données autour de nous aujourd'hui. C'est une chance et c'est également un énorme problème épineux, une énorme pelote de laine qui se construit depuis des années. On construit des infrastructures de données autour de comptage énergétique, de comptage des divers fluides du bâtiment et de la ville, de services de vidéo, de services Internet, et maintenant avec l'Internet des objets. De nombreux protocoles également avec de nouvelles générations comme la 5G qui arrive, mais au moins une dizaine de protocoles avant qui sont arrivés. Et finalement, dans une ville, dans un bâtiment, vous avez une pelote de laine ou un plat de spaghetti, comme on dit souvent, à interconnecter pour finalement brancher des services en plus. Donc vous avez 15, 20 opérateurs différents pour un domaine donné, une complexité phénoménale et des coûts qui s'empilent. La problématique de l'émergence de l'Internet des objets à laquelle on s'attaque avec Panga, c'est de remettre la simplicité au plus proche de la collecte et du traitement de ces données, sur le terrain. Là où aujourd'hui on a l'habitude de traiter les données dans le cloud, loin, distant, nous on adresse le problème de proximité, on appelle edge computing, traiter proche la donnée là où elle est produite et redistribuer le service là où il est nécessaire. Il faut savoir que dans un bâtiment connecté, 90% de la donnée que vous consommez provient soit du bâtiment lui-même, soit de ses usagers. Pourquoi faire un trajet de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, plusieurs fois, pour traiter une donnée qui ne sera utilisée que localement? Qui plus est, ça permet de renforcer la confiance qu'on a dans cette donnée de proximité. RGPD, le règlement européen sur la protection des données, impose de savoir où va la donnée, impose de sécuriser cette donnée, impose de savoir comment est-ce qu'elle est détruite ou anonymisée, en la traitant localement, en la rendant auditable, et en branchant autour une bulle de cybersécurité. On rassure l'usager, et en même temps, on s'assure que les gestionnaires de bâtiments, et également les pouvoirs publics dans les communes, quand on a une Smart City, se mettent en conformité et puissent rassurer les usagers directement. Et donc vous laissez en fait toutes ces données à disposition sur le site. Je vais préciser, Oui. On ne se coupe pas du monde extérieur. Par contre, en les traitant localement, on assure la continuité de service également. Si jamais il y a une rupture Internet entre plusieurs villes ou vis-à-vis d'un service cloud, vous pouvez être coupé du service, ce qui est un frein également pour la Smart City. En le traitant localement, on assure cette continuité de service. Et enfin, on l'envoie vers le cloud que quand c'est nécessaire, pour des traitements consolidés, pour des traitements avec d'autres villes, d'autres services, d'autres gestionnaires. Mais en local, tous les services sont présents. Alors c'est important ce que vous dites, d'ailleurs vous l'expliquez très bien sur votre site, que je vais citer, c'est tout simplement panga.fr, la différenciation que vous faites en ce que vous avez évoqué, le cloud et l'edge, donc la capacité à laisser l'information sur place et de ne pas l'envoyer justement dans les clouds. Tout à fait. On n'est pas en opposition, on est bien en complémentarité de service. Oui, c'est important que vous le disiez. C'est expliqué sur votre site, mais c'est important que vous le disiez. Alors, oui, allez-y, je vous en prie. Petite précision, Bien c'est sûr. exactement comme le modèle énergétique aujourd'hui en France. On a des centrales nucléaires, on a des centrales énergétiques de différentes sortes, qui sont les grosses usines de gestion d'énergie, de production d'énergie. On a le cloud pour Internet, pour la gestion des data. Mais on a également des centrales de production d'énergie locales. Et la donnée, la gestion du calcul, suit exactement la même logique avec ce edge computing. On a un complément avec les boucles locales de traitement d'énergie, l'autoconsommation d'énergie, cette autoconsommation de services digitaux que permet le edge computing. Alors on va y venir progressivement et vous nous expliquerez comment vous faites. Mais vous, dans l'équipe de Panga, vous êtes également le directeur commercial. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe avec laquelle vous travaillez? Absolument.
pour une fois, je vais déroger à la règle, je ne vais pas commencer par les dames, mais je vais commencer par le fondateur historique, Patrick Simon, qui est notre directeur technique, qui est le cœur historique de Panga et qui vient du milieu du réseau, qui a été consultant pour des opérateurs téléphoniques depuis des années, également sur la sécurité de ces réseaux, et qui est également enseignant sur différentes universités, sur tout ce qui est à la fois sécurité de l'Internet des objets et réseau, qui est à la fois notre directeur technique et notre caution technique auprès des universitaires. Ensuite, on a une équipe de 8 personnes qui font le développement du produit au quotidien, du réseau, des applications qu'on voit dessus, de l'interaction avec tous les produits autour et les usagers, et également l'interface utilisateur, qui est la clé des émergences de services, qui est la clé de demain. Et donc, la personne que vous avez saluée au passage pour le très beau travail sur le site internet, Laure, qui est notre graphique et UX designer, qui fait un travail phénoménal pour que les services d'aujourd'hui soient en phase également avec l'inclusivité numérique indispensable pour que ces services soient utilisés. Effectivement, j'invite nos auditeurs, et je vous repasse la parole, j'invite nos auditeurs à aller voir le site internet qui est vraiment d'une qualité remarquable. Ce que j'ai remarqué aussi dans votre équipe et la manière dont vous l'avez constituée, c'est la complémentarité en fait des compétences. Absolument, et je vais donc en profiter pour compléter l'équipe, parce qu'on a une équipe également qui est commerciale, avec une équipe qui se renforce progressivement, c'est là où nous en sommes. Donc cette force commerciale qui nous permet d'amener nos services au contact des clients, qui sont les aménageurs, les promoteurs et les clients finaux, les bailleurs sociaux également. Alors, poursuivons justement avec votre équipe et rentrons concrètement dans le sujet. Ce que j'ai compris, c'est que vous vous adressez clairement à deux types de clients. Le premier, ce sont des gestionnaires de bâtiments, des promoteurs immobiliers, et les autres, ce sont des usagers. Alors concrètement, quelles sont les offres de services que vous leur proposez ? Au niveau de l'offre de service, elle se décline en plusieurs gammes, mais avant tout, cette gamme s'adapte à chaque usager. Et en général, quand on schématise, on a plutôt tendance à regrouper tous ces usagers sur une population, c'est-à-dire que dans la Smart City, on a du Smart Citoyen avant tout. Chaque usager est connecté et a accès à des services qui lui permettent de mieux réaliser les tâches qu'il souhaite réaliser à travers le digital. Donc vous avez parlé de l'exploitant du bâtiment, il y aura plus rapidement la remontée par exemple d'une consommation énergétique par exemple, remontée d'alerte, et la possibilité d'interagir à distance ou de se guider vers le problème physique à résoudre. Alors, excusez-moi, je vous interromps, mais c'est pour avancer sur le sujet. Concrètement, comment vous faites pour collecter toutes ces informations ? On est interfacé avec tous les objets communicants du périmètre, que ce soit des caméras, on en a parlé tout à l'heure, donc Monsieur le maire tout à l'heure évoquait les caméras, mais également tout ce qui est compteur intelligent, tout ce qui est domotique, tout ce qui est climatisation, chauffage, collectif ou individuel, remonte en permanence de l'information. Également tout ce qui est guidage, tout ce qui est maquette 3D des nouveaux bâtiments, le BIM. Et finalement, tous les objets du quotidien autour de nous communiquent. On peut récupérer cette information. Vous les mettez sur une plateforme ? On les met en local sur le réseau. Elles sont réparties sur un ensemble de boîtiers sécurisés. Et cette plateforme est ensuite plateforme de service pour l'usager. Alors, ça veut dire concrètement, je suis habitant dans un immeuble et vous proposez vos services. Donc concrètement, j'ai à ma disposition quelles informations et sous quelle forme ? Vous aurez accès, comme aujourd'hui, n'importe quel service digital à travers votre tablette, votre smartphone, votre montre, voire votre télé connectée, au contrôle de tous les services qui sont remontés via une unique plateforme. Le contrôle de la température, le contrôle des volets, l'accès à la vidéosurveillance et aux alertes, et le contrôle de scénario pour par exemple préparer le chauffage. Vous savez que vous rentrez à 18 h, on peut amortir la consommation énergétique en ne chauffant que 30 minutes avant, vous permettre d'éteindre la lumière si vous avez oublié de l'éteindre en partant à distance. Et également un élément qui est important pour tout ce qui est bâtiment aujourd'hui, c'est réglementaire depuis le mois de janvier, le carnet numérique du bâtiment. Alors, tout ça en une seule source. Oui, si je résume, justement, vous venez de le dire, ce qui est important, c'est pour moi en tant qu'usager, c'est la facilité d'avoir toute l'information sur une seule source, sur un seul type d'information. Et ensuite, la capacité à la gérer aussi ? Absolument, vous avez la pleine traçabilité de toutes les informations qui sont les vôtres, qui vous appartiennent et par quel service elles sont utilisées. Mais il y a une chose qui est indispensable aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans notre poche, on a un smartphone qui nous permet de faire une infinité de choses? Parce qu'on a un logiciel, une plateforme de service, un operating system, qui permet de déployer ces applications. C'est exactement la même chose, le logiciel de Panga. C'est un operating system qui permet d'agréger tous ces services, toutes ces données. Et finalement, le bouquet de services qu'on offre aujourd'hui n'aura pas de limite demain, dès lors qu'on travaillera avec des étudiants inventifs, des sociétés innovantes, sur cette nouvelle ville connectée, ce nouveau bâtiment connecté pour faire émerger de nouveaux services qu'on n'a pas la prétention d'avoir inventé. Par contre, on fournit les moyens.
Et vous vous adressez aussi à des professionnels, donc à des gestionnaires d'immeubles ou des promoteurs immobiliers, et c'est exactement le même type de service que vous leur proposez? C'est exactement le même socle technique et nous avons un bouquet de services travaillés avec eux. Nous travaillons directement avec les plus grands promoteurs français pour l'instant, et également avec les petits promoteurs locaux et avec les gestionnaires de parcs HLM. Ça veut dire que dans les constructions qui sont à venir, les promoteurs intègrent de plus en plus les smart buildings et smart cities? Absolument. Et ça, c'est important de le dire, je pense aussi. C'est un standard pour deux raisons. Le premier, c'est encore une fois l'inclusivité digitale, parce que beaucoup de services se digitalisent. Mais l'autre, c'est également la conscience de la consommation énergétique et de l'empreinte environnementale du bâtiment. L'usager est acteur de cette consommation et en même temps, l'information permet de mieux piloter. Alors, vous commencez à avoir une certaine expérience sur le sujet, hein, je l'ai dit, 2015. Pouvez-vous concrètement nous parler de quelques réalisations ou d'une réalisation majeure dont on pourrait partager? Je vais parler d'abord de la toute première réalisation qui date maintenant de 2 ans et demi, une résidence multipropriétaire à La Rochelle, 23 logements, plus des espaces partagés. On est vraiment sur du co-living. Et la résidence qui est pilotée sans interruption de service depuis lors. C'est une belle réussite dont on est très fiers et on a eu la confiance d'un premier promoteur depuis juin 2017. Et quels sont les premiers retours d'expérience que vous avez justement? De l'utilisateur, je parle. Alors, beaucoup de positifs et également des suggestions d'amélioration. Initialement, on ne s'occupait que du bâtiment, de l'utilisateur et des parties communes. Et en juin dernier, on a répondu à beaucoup d'attentes de ces utilisateurs en assemblant également l'offre domotique. Comment est-ce que je gère mon quotidien dans mon logement? Et troisième retour que l'on a eu, et qui est aujourd'hui financé par le développement européen sur l'aspect sécurité des données de l'utilisateur, parce qu'on a un module de cybersécurité pour recréer cette confiance dans nos données. On l'a entendu plusieurs fois, tout commence par cette confiance locale, cette confiance dans les services. Et aujourd'hui, à travers l'Europe, on peut nous financer la sortie de notre produit. Il faut qu'il soit accessible à tout le monde, pas uniquement dans les bâtiments connectés. Ce module, qui s'appelle Protect Yourself, PY, et de cybersécurité de la donnée de l'individu. Et on voit bien que pour avancer et pour développer les produits, quels qu'ils soient et quelles que soient les activités, le faire avec les utilisateurs, c'est quand même un plus. C'est même plus qu'un plus, c'est pour eux qu'on travaille, c'est indispensable. Alors, si on positionne votre proposition vis-à-vis de vos concurrents, parce que vous avez des concurrents et le secteur est en train de se développer, quels sont les avantages concurrentiels que vous mettez en avant? Alors, nous avons beaucoup de concurrents dans la partie services distribués, par exemple la gestion d'un logement, la gestion d'un bâtiment, mais notre approche est différente. On a une approche qui est pérenne dans le sens où on a une solution plutôt de type infrastructure. On a une approche qui est plus évolutive parce qu'on n'est pas astreint à un protocole actuel d'échange. Derrière, on s'inscrit plus dans le temps par rapport à nos concurrents. Le deuxième point, c'est que cet aspect cybersécurité, c'est souvent quelque chose qui est délégué à un tiers quand vous prenez un service via un smartphone ou un service de gestion. Ce module de sécurité, notamment de la donnée de l'usager, c'est quelque chose qui est dans notre ADN, qui nous est propre et qui est également dans une démarche européenne sur la souveraineté de la donnée. On est vraiment dans cette mouvance de la conscience de la propriété de la donnée de l'individu. Allez-y. Un dernier élément qui nous différencie, c'est qu'en fait, au-delà des concurrents, nous ce qu'on cherche c'est des partenaires, parce qu'on s'intègre dans beaucoup de solutions, notamment des solutions de grands industriels. Par exemple, on a été lauréat d'un prix coup de cœur ST Micro à l'automne, on a été lauréat de beaucoup d'autres prix d'accélération dans le courant de l'année. Et en fait, beaucoup de personnes qui pourraient nous voir comme des concurrents, finalement, nous mettent à l'honneur dans ces prix où on est lauréat, plutôt en marque de partenariat. De partenariat. Alors, il y a un point qu'on n'a pas évoqué avec vous. Dans votre proposition, combien ça coûte? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de coût? Alors, absolument, je pourrais vous en donner, mais il faut qu'on développe un tout petit peu plus le cas d'usage dans ce cas-là, parce que c'est un coût qui va dépendre de la complexité du système. C'est-à-dire que vous avez un coût pour un bâtiment de bureau qui va être très différent pour un logement HLM où on a essayé d'être en réponse à l'attente de coûts bas. Et on peut prendre un exemple? Je vais prendre un exemple sur un site logistique. Allez-y. Sur un site logistique, on est entre 2 et 4 euros au mètre carré pour un service complètement piloté et autonome. Et là, vous avez un site qui fait plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Donc, on se dit que oui, ça fait cher. Mais si vous deviez mettre tous les systèmes en parallèle, finalement, on a une économie de plus de 30% sur le coût total. Non, c'est vrai, après c'est une question de temps parce que face au coût, il faut aussi regarder le retour sur investissement et les gains, c'est-à-dire qu'il faut le regarder en résultat net. Mais c'était pour donner une image, enfin un chiffre. En fait, c'est assez simple, le calcul, vous le faites au mètre carré. Oui. Donc ça, c'est un ratio qui est effectivement très simple et qui est facilement compréhensible par tous. Donc aujourd'hui, vous rayonnez sur la France et vous voulez vous développer sur l'international?
Absolument. C'est ça. Et pour ce faire, on est actuellement en train de lever des fonds pour accélérer cette mise sur le marché international. Eh bien, écoutez, Cyril Banos, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous, puisque vous venez... Mais non, vous êtes sur Paris, je crois. À titre personnel, oui, je suis sur la région parisienne, et effectivement, quand on est directeur commercial, les décideurs bouge. sont en région parisienne. C'est également une bonne idée. D'accord. Écoutez, merci de nous avoir parlé de Smart Building et Smart City. Nous voyons que vous possédez très bien votre sujet, car vous en parlez de manière très claire et très compréhensive par tous. Merci beaucoup.